samedi soir de mobilisation en Israël, un mouvement qui perdure depuis janvier dernier, une contestation historique. Des milliers de personnes dénoncent la réforme judiciaire voulue par le gouvernement Netanyahou. Ces protestataires affirment que la démocratie est en danger. Bonsoir Jean-Paul Chagnolot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, et vous êtes co-auteur de l'Atlas du Moyen-Orient paru chez Autrement. Alors, je parlais d'une mobilisation historique. Est-ce que le mot est juste? Oui, je pense, parce que c'est un moment très important dans l'histoire d'Israël. Et ça a beaucoup de dimensions, cette affaire de réforme. Et on pourrait, pour que ce soit plus précis, peut-être oublier le terme de réforme judiciaire, qui est tout à fait pertinent, pour dire qu'il s'agit, au fond et à terme, d'une remise en question de l'état de droit. C'est-à-dire que l'enjeu est considérable. Oui, c'est ce que disent les manifestants. Ils disent que là, on touche à la fondation même de l'État d'Israël, juif et démocrate. C'est ça. C'est-à-dire qu'on, si vous voulez, pour résumer très simplement, il n'y a pas de constitution écrite comme en France, par exemple. Il y a ce qu'on appelle des lois fondamentales et il y a une Cour suprême. Et globalement, la Cour suprême, progressivement, au fil du temps, depuis, disons, une bonne trentaine d'années et un peu plus, a réussi à faire en sorte qu'il existe un contrôle de constitutionnalité des lois. C'est-à-dire que les lois, eh bien, elles sont obligées de tenir compte d'un certain nombre de principes importants qui sont dans ces lois fondamentales. Comme en France, nous avons un système, mais le système est beaucoup plus précis parce que nous avons une constitution écrite et puis un conseil constitutionnel. Et pourquoi il n'y a pas eu de constitution? C'était une volonté dès le départ? C'est une longue histoire. Les contradictions entre les différentes sensibilités politiques de l'époque ont fait que c'était impossible. Les religieux n'en voulaient pas, ils n'avaient pas les mêmes conceptions de la société que les autres, ce qui fait qu'on a considéré qu'il fallait y aller par étapes et qu'on ferait des lois fondamentales et qu'un jour, peut-être, en mettant tout ensemble ces lois fondamentales, ça ferait une constitution. Sauf que on n'a toujours pas de constitution écrite, on a des lois fondamentales. Donc la grande question, c'est est-ce que cette majorité, qui est une majorité de droite et d'extrême droite, eh bien, elle fait cela pour justement se débarrasser du contrôle juridictionnel et afin de pouvoir faire la politique qu'elle entend. C'est ça l'enjeu. C'est ça, affaiblir la Cour suprême pour récupérer en fait le pouvoir. C'est-à-dire pour ne plus avoir de frein qui viendrait d'un contrôle de la Cour suprême. Alors, c'est très compliqué d'entrer dans les détails, mais globalement, il y a un certain nombre de principes et ils veulent s'écarter de ce risque d'avoir une Cour suprême, donc des juges qui viendraient dire ben non, ça c'est pas possible, ce n'est pas valide et par conséquent cette loi ne passera pas. Voilà l'idée. Donc, et pourquoi c'est comme ça? Parce que l'actuelle majorité, qui est une coalition avec des gens d'extrême droite, comme je le disais, y compris quelques-uns comme Ben-Gvir ou Smotrich, sont vraiment des gens racistes. Enfin, même les Américains viennent encore de le dire avec beaucoup de force. Et certains voudraient même rétablir la peine de mort pour les terroristes palestiniens. Oui, enfin pour les résistants palestiniens qu'ils considèrent comme des terroristes. Voilà, bien sûr. En tout cas, il y a cette coalition qui va aller très loin. Elle va aller très loin dans deux directions. La première direction, c'est en termes de société intérieure, c'est-à-dire faire un certain nombre de réformes très conservatrices où les religieux auraient de plus en plus de poids, d'où la réaction de beaucoup de gens en Israël qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là, d'un côté, et de l'autre, faire en sorte que l'occupation, la colonisation des territoires palestiniens puisse avoir vraiment aucune limite, avec une perspective d'annexion. Et donc, ils veulent se débarrasser... Ça pourrait être une des conséquences, c'est ça, parce qu'en fait, la question palestinienne semble presque oubliée, mais en fait, elle est au cœur. Elle est très importante pour ceux qui veulent se débarrasser de ces contrôles juridictionnels. C'est qu'à la fois, il faut bien voir les deux enjeux, un enjeu de politique intérieure, et même on dirait un enjeu sociétal, parce qu'il s'agit vraiment d'introduire des éléments de droit religieux très importants au sein même de la société israélienne. Et puis, ce que je viens de dire sur la volonté d'aller très loin dans la soumission des Palestiniens et donc la colonisation. Donc on a ces deux objectifs. Et donc, la Cour suprême pourrait interférer si on allait trop loin dans telle ou telle direction, même si, je ne vais pas entrer dans cet aspect-là, mais la Cour suprême a eu moins de rôle ces dernières années. Mais ça, c'est un autre débat un peu compliqué. Donc voilà, et donc, il est bien évident qu'il y a une bonne partie de la société israélienne qui est très attachée, non pas tellement aux questions palestiniennes, qui, comme vous le disiez, elle est quand même assez marginalisée, par rapport aux protestations qui sont faites. Mais par contre, ils ne veulent pas de cette société qui pourrait devenir, disons, très religieuse, très conservatrice. Et c'est ça le sens de ces manifestations. Donc l'enjeu n'est pas simplement une réforme judiciaire, c'est vraiment des questions de valeurs au cœur même de la société israélienne. Ce qui explique donc cette mobilisation qui n'en finit pas. Et vraiment, vraiment on sent que les manifestants ne veulent pas lâcher. Les réservistes aussi, qui sont
sont rentrés, qui ont menacé de ne plus participer, de refuser de faire ce qu'ils ont à faire pour manifester leur colère. La première question, c'était est-ce que c'est historique? Et c'est pour ça que c'est historique. Parce que l'enjeu n'est pas simplement une réforme parmi d'autres, c'est quelque chose de très fondamental et qui se ferait en plusieurs étapes. Et c'est vrai que, comme vous le dites, il y a plusieurs segments de la société israélienne. C'est très hétérogène en réalité. Encore qu'il y a une tendance globale qui sont des gens plutôt du centre, peut-être une partie de ce qui reste de la gauche, pas grand-chose, qui sont quand même au cœur de ces manifestations. Mais ça va très loin, effectivement, même les réservistes. C'est-à-dire ceux qui viennent viennent contribuer à la sécurité d'Israël à travers leur travail dans l'armée, eh bien ceux-là, eux aussi, ils sont dans la protestation. Mais vous savez, tous les segments, par exemple les services spéciaux sont aussi dans la contestation, évidemment de manière beaucoup plus discrète. Donc on touche à tout ce qui peut être un peu... Oui, oui. Le secteur de la high-tech aussi, parce qu'ils ont peur des conséquences. Et en plus, derrière tout ça, alors déjà, ils ont ce sentiment, cette crainte. Une fois encore, en oubliant les Palestiniens pour une grande partie d'entre eux. Il y en a quelques-uns qui parlent de la Palestine, mais très peu. Et donc, ils sont vraiment dans cette crainte de voir cette coalition qui a été élue il y a quelques mois aller très loin dans ce que je viens de dire par rapport aux remises en question de certaines valeurs. Le problème, c'est que cette coalition, elle risque de tenir. Parce que si jamais Netanyahou faisait, disons, lâcher un peu de l'Est par rapport à ces manifestants, eh bien, il est possible que, du coup, la coalition s'effrite ou même s'écroule. Autrement dit, ils se tiennent les uns les autres. Donc c'est pour ça qu'il reste extrêmement ferme. Il a accepté en mars de faire une pause. Il lâche le pouvoir. Vous voyez, et il y a d'autres enjeux derrière, on n'a pas le temps de les évoquer. Donc il y a cette contradiction. Il y a une grande partie de la société israélienne, bonne partie, je dirais, peut-être la moitié, je ne sais pas, mais en tout cas une partie très importante. Mais il y a une coalition, après tout, qui a été élue avec 64 sièges sur 120, elle a une majorité, alors qu'on cherchait une majorité depuis des années sans la trouver en Israël. Et cette coalition, ils se tiennent les uns les autres, et par conséquent, ils ne vont pas lâcher du lest tout de suite. On verra bien comment ça va se passer. Puis un dernier mot pour dire qu'il y a, au fond, une certaine idée d'Israël qui va être complètement mise en question à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Oui, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de problèmes. Joe Biden ne voulait plus recevoir Benjamin Netanyahou. Finalement, là, ils se sont quand même rapprochés. Il a dit qu'il le recevrait d'ici la fin de l'année. On ne sait pas si ce sera la Maison-Blanche et tout. Pourquoi il ne peut pas lâcher Joe Biden? Il ne peut pas lâcher Israël? Il ne peut pas lâcher Benjamin Netanyahou? Il y a des intérêts stratégiques importants, mais en même temps, au sein, par exemple, de la communauté ou des communautés juives américaines, il est clair qu'on ne reconnaît plus l'État d'Israël si ça part dans cette direction. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer les deux niveaux. Il y a le niveau de la stratégie ou de la géopolitique, et ça, quoi qu'il se passe, les États-Unis seront proches des Israéliens et d'Israël, quoi qu'il se passe. Mais, par contre, le deuxième niveau, c'est la question des valeurs. Et les juifs libéraux américains sont très mal à l'aise, c'est moins qu'on puisse dire, par rapport aux objectifs de cette coalition, dont je répète, qui comprend, avec des postes très importants, des gens qui ne sont pas simplement d'extrême droite, mais qui sont des racistes, qui revendiquent même l'aide. Qui veut vraiment cette réforme? Qui veut fragiliser à ce point la Cour suprême? Est-ce qu'on peut se dire que Benjamin Netanyahou, qui a eu quand même beaucoup de soucis avec la justice, il est pour, ou alors il fait ce qu'on lui demande de faire parce qu'il est, comme vous l'avez dit, au sein d'une coalition? Oui, je crois qu'il a intérêt aussi, parce que dans ce package, on pourrait dire, dans cet ensemble, il y a des éléments qui lui permettraient d'éviter le procès ou les procès qui le menacent, qui sont déjà enclenchés. Or, s'il perd le pouvoir, il est clair que ces processus judiciaires qu'il veut essayer de dévitaliser, eh bien, vont continuer. Donc, on a toutes ces ambiguïtés. C'est pour ça que la coalition, même si, comme toute coalition, elle a ses fragilités, évidemment, c'est un assemblage, oui, mais en même temps, chacun a intérêt à y rester. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer, non pas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Là, il y a une première partie de cette réforme qui a été adoptée. Mais il y en a d'autres qui vont aller très loin. Par exemple, le deuxième bloc par rapport à cette question va contribuer à ce que finalement le périmètre périmètre d'action de la Cour suprême va être drastiquement limité. Donc on a plusieurs étapes comme ça sur le plan juridique qui aboutiraient à ce que finalement la Cour suprême serait presque hors jeu. Sauf que... oui, il y a des requêtes qui ont été déposées devant la Cour. Alors est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Écoutez, la prochaine étape, c'est précisément celle-là, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans le schéma qui est que cette loi qui vient de passer, eh bien, elle va être soumise au contrôle de la Cour suprême. Et donc, si la Cour suprême dit que ça ne passe pas, que ce n'est pas
constitutionnelle, eh bien, il va y avoir non pas une crise juridique, mais une crise politique. Puisqu'on aura d'un côté les politiques qui veulent faire passer une loi qui permettrait d'amoindrir le pouvoir de la Cour suprême. De l'autre côté, la Cour suprême qui aujourd'hui a ces pouvoirs-là et qui n'entend pas se faire déposséder de ses pouvoirs. Donc on risque une crise politique d'une acuité assez extraordinaire dans les prochaines semaines. Alors, crise politique donc à suivre, évidemment. On a parlé de ceux qui étaient contre cette réforme, mais il y a aussi tous ceux qui sont pour. Qui sont-ils? Et vous savez, alors là, ça nous ramène à une histoire récente qui a 20, 30, 40 ans. C'est la montée en puissance des sionistes religieux, des partis religieux, mais aussi des sionistes religieux qui ont une vision de la société qui n'a plus rien à voir avec ce que pouvait être Israël dans les années 50. Est-ce qu'ils veulent une théocratie? Oui, si le processus allait très loin, et si, vous voyez, c'est beaucoup de si, mais si ce groupe-là qui représente 10-15% des électeurs montait en puissance, l'objectif à long terme, c'est une forme de théocratie. On ne va pas aller jusqu'au mot théocratie, mais en tout cas où les valeurs seraient fondées sur la religion et sur des dimensions extrêmement conservatrices. Et donc, ça serait un visage très différent. Mais une fois encore, il y a aussi la dimension palestinienne. Pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont la volonté, finalement, à terme, d'annexer la Cisjordanie et Gaza. Et par conséquent, là aussi, c'est gravissime parce que il y a 5 millions de Palestiniens et ces 5 millions de Palestiniens, ils veulent vivre. On n'en parle pas beaucoup. La question palestinienne, comme vous l'avez évoqué, est très largement marginalisée, mais le problème reste là, reste entier. Et évidemment, il faut que les Palestiniens puissent être libres de leur destin, ce qui n'est pas le cas, et surtout pas avec cette coalition. Alors parfois, certains parlent de guerre civile possible en Israël. Vous y croyez, vous? J'en sais rien. Je ne crois pas, parce qu'il y a un certain nombre de tabous en Israël, mais rien n'est exclu. Rien n'est exclu parce que ceux qui sont justement au pouvoir, en tout cas une partie de ceux qui sont au pouvoir, ont démontré que leurs ambitions politiques n'avaient pas de limite, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et pour prendre un exemple très concret, Ben Gvir, qui est le ministre de la Sécurité nationale, qui est quelqu'un qui est dans ce courant raciste qui avait été autrefois interdit en Israël, et maintenant il n'est plus interdit, et puis en plus il y a un de ses représentants au pouvoir, il veut créer une garde nationale, c'est-à-dire en fait une sorte de milice privée qui serait sous son autorité. Or, si dans un état de droit, eh bien, il y a création d'une milice privée sous l'autorité d'un personnage, avec ces idées-là. Des dérives sont tout à fait possibles. Tous les dérapages ou les dérives peuvent être envisagés. Donc, il ne faut rien exclure, effectivement, de ce point de vue-là. Donc, on va pouvoir vous réinviter parce que, malheureusement, on l'a bien compris, une crise politique se profile et que ça va être compliqué d'avancer. La Cour suprême doit se prononcer dans, disons, courant septembre. Déjà, là, on aura une idée. Et logiquement, la Cour suprême devrait s'y opposer. On verra ça évidemment dans nos différentes éditions et dans 64 minutes. Merci Jean-Paul Chagnolot d'avoir accepté notre invitation.